Bonjour à tous, bienvenue sur ce 4e webinaire interview organisé par HMI MBS. Aujourd'hui, la thématique, c'est mettre en œuvre vos robots, vos cobots Universal Robots en toute sécurité. Pour cela, je reçois Benoît Nain. Bonjour Benoît. Bonjour de Nicolas. l'APAV. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Alors, juste préalablement, donc merci à tous d'assister effectivement à ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et je vous demanderai de couper vos micros et vos vidéos pour faciliter le flux. Merci à tous. Donc je suis Nicolas Bouet, je suis le directeur général de la société HMI MBS. HMI MBS existe depuis un peu plus de 20 ans. C'est une société qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase de 2000 à 2013, on était un bureau d'ingénierie spécialisé fin de ligne intégrant de la robotique KUKA, parce qu'on était KUKA Partner. Et la deuxième phase, depuis 2014, où nous sommes une société qui commercialise des produits innovants avec des technologies disruptives, telles que des systèmes de cerclage ergonomique de palettes ErgoPack, les cobots 6-axes Universal Robot, ce qui est l'objet de ce webinaire, les AMR, MIR et AutoGuide. Donc les AMR sont des robots mobiles qui permettent de transporter des charges. HMI MBS, c'est 34 personnes avec une équipe d'experts terrain dédiée par produit, c'est-à-dire que les experts qui viennent vous voir pour du système de cerclage ne vont pas vous parler de robotique ou d'AMR, et ainsi de suite. On a une équipe support technique qui est là pour vous aider à mettre en œuvre les produits que nous commercialisons. C'est une espèce de mini bureau d'ingénierie. On dispose d'une équipe SAV. Tout le service après-vente est assuré, des matériels que nous commercialisons est assuré sur notre site de Saint-Martin-d'Abat, côté d'Orléans. Une équipe support administratif. Le HMI MBS, donc c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros par an. Je vais demander donc à Benoît de se présenter. Je vous laisse vous présenter. Merci Nicolas. Donc d'abord, merci de m'accueillir ici chez HMI MBS. Ça me fait bien plaisir de pouvoir parler sécurité. C'est pas tous les jours qu'on veut parler sécurité des robots collaboratifs. Alors moi, je suis Benoît Nain, donc je suis référent technique de l'APAV. Alors tout ce qui concerne la robotique en général, et en particulier des robots collaboratifs, ce qui nous intéresse aujourd'hui. On aurait pu parler aussi robots mobiles peut-être une prochaine fois. Donc l'APAV, c'est un organisme de prévention français, alors, qui est un peu plus vieux qu'HMI MBS, puisque nous, on a un peu plus de 150 ans d'existence. Donc qui est né de la première révolution industrielle, justement, c'est intéressant, 1.0, puisque à l'époque, c'était les machines à vapeur qui avaient tendance à exploser, il fallait des règles pour respecter, et donc à respecter, et donc APAV est né de cette première évolution industrielle-là pour accompagner le progrès à l'époque. Et là, Industrie 4.0, on est encore là pour accompagner la sécurité dans le progrès. Voilà, donc APAV, on est un peu plus de 12 000 collaborateurs maintenant, 12 500. Le PowerPoint là est un peu erroné puisqu'on a racheté récemment le numéro 3 espagnol. Là, APAV a vocation à se développer en ce moment dans le monde entier. Et puis, donc 12 500 collaborateurs dans 5 métiers principaux qui sont l'inspection, l'accompagnement technique, le conseil, la formation, le laboratoire, le contrôle technique de construction et enfin la certification de produits avec APAV certification. Donc notre force, c'est d'avoir 130 agences en France, bien réparties, 170 sites de formation sur toute la France et d'avoir justement d'être proche de nos clients, en fait, d'avoir de la proximité. Et justement, tout le personnel APAV, tous les experts APAV sont formés sur la cobotique aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des spécialistes, ou est-ce qu'il faut toujours passer par Benoît Nain pour avancer Alors non, c'est un peu organisé quand même. Donc c'est vrai que par contre, on a mis en place un réseau parce qu'on a pris conscience que c'était une discipline particulière, en fait, les robots collaboratifs. Donc on a mis en place un réseau interne. On a aujourd'hui une cinquantaine de compétences qualifiées, qu'on a qualifiées en interne, réparties sur toute la France. Donc on est capable d'envoyer des noms. Alors du coup, je peux servir de boîte aux lettres pour éventuellement envoyer la bonne personne au bon endroit en fonction des besoins. Donc un client dans le Nord pourra trouver un expert APAV cobotique dans le Nord à côté de chez lui, un client dans le Sud, etc. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur la présentation un petit peu Universal Robot. Donc Universal Robot sont des robots collaboratifs. C'est une entreprise qui a été créée en 2005 au Danemark, à Odense, qui a commencé à commercialiser les robots en 2010. Il faut savoir que c'est quasiment les inventeurs de la cobotique. C'est plus de 50 000 robots vendus dans le monde. En 2018, Universal Robot a eu le prix Engelberger, qui est l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de la robotique, pour avoir créé ces technologies un peu disruptives par rapport à la robotique traditionnelle. Universal Robot est présent dans 130 pays, en gros 60% de part de marché. D'un point de vue qualité, ils sont certifiés ISO 9001. Et Universal Robot chez HMI MBS, faut savoir qu'on nous sommes devenus distributeurs depuis 2012. On a vraiment fait partie des précurseurs dans le domaine de la cobotique en France.
En 2016, on est devenu préféré distributeur et aujourd'hui, c'est un peu plus de 900 robots vendus en France depuis 2012. La gamme Universal Robot, elle se décline en fait en deux familles de produits. La gamme e-Series, qui est la nouvelle génération, qui comporte 4 robots, 4 cobots. Un qui est l'UR3, donc 3 kg de charge embarquée avec un rayon d'action de 500 mm. UR5, 5 kg de charge embarquée avec un rayon d'action de 850 mm. UR16, 16 kg de charge embarquée avec un rayon d'action de 900 mm. Et l'UR10, petite particularité depuis le mois de mai, c'est tout récent, a une capacité de 12,5 kg et une capacité de rayon d'action de 1300 mm. La gamme e-Series intègre plein de fonctions de sécurité, intègre un capteur d'effort en tête de robot. C'est vraiment la nouvelle génération qui répond aujourd'hui le mieux au marché de la cobotique. Malgré tout, on a conservé la gamme CB3, qui est donc l'ancienne génération, qui est déclinée en UR3, UR5 et UR10. Donc ce que je propose maintenant, c'est rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et donc, je vais repasser la parole à Benoît qui va nous expliquer un petit peu donc, la cobotique, comment ça fonctionne et comment ça se met en œuvre. C'est ça. Donc, on va essayer, là, sur l'écran, d'intégrer justement une application collaborative robotisée en sécurité. Donc, qui dit sécurité dit règles à respecter. Donc, il y a des règlements. Et ce qui est important, c'est qu'avant de se lancer tête baissée dans un projet d'application collaborative, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est important de connaître les responsabilités des uns et des autres et de qui est responsable de quoi et comment, entre le fournisseur du bras robotisé, l'intégrateur qui va lui fournir l'application, mettre sur le marché l'application, et l'utilisateur qui va l'utiliser. Alors là, on voit sur l'écran qu'on a d'abord un fabricant du bras robotisé, donc chez vous Universal Robot. Donc lui, il fabrique le bras robotisé. Mais à lui tout seul, c'est pas suffisant. Enfin, c'est ce qu'on appelle une quasi-machine. C'est pas complètement une machine puisque le bras tout seul n'a pas d'application définie. Ensuite, il va falloir l'intégrer. C'est l'intégrateur qui va faire que c'est une application de soudage, de manutention, etc. Donc, on a presque une machine avec le bras et c'est tout. Et ensuite, on met un outil au bout du bras. Donc, c'est ça qui est simple en plus sur les robots collaboratifs. C'est que tout est prévu pour être entre guillemets plug and play. Donc on met un outil et le fait de mettre l'outil sur le bras, on rend l'application donc définie et du point de vue de la réglementation machine, de la directive machine, on réalise alors une machine. Donc l'outil et le robot peut être une machine et ensuite on peut intégrer, vous voyez sur l'écran, d'autres équipements et notamment ça peut être du convoyage par exemple, des convoyeurs ou un poste d'interaction machine avec des vérins ou d'autres éléments. Et donc l'ensemble de tout ça forme une application. Et donc, on va avoir un espace de collaboration que la norme appelle un espace collaboratif qui doit être défini d'ailleurs pour que chacun connaisse son rôle dans l'environnement. Donc, que ceux qui ne sont pas formés à l'usage de l'application sachent qu'il ne faut pas rentrer dans le balisage et que ceux qui sont formés sachent où interagir avec le robot. Donc, on va avoir un espace collaboratif. Et quand tout ça est terminé, réalisé, on a bien une application définie. Et là, on a réalisé une machine. Donc, on est parti d'une quasi-machine avec le bras robotisé et qu'on a application définie, on a une machine. Qui dit machine dit marquage CE. Et donc, il y a une responsabilité de fabricant qui s'applique. Et donc, l'intégrateur de l'application devient le fabricant. Alors, si l'utilisateur décide en conscience d'intégrer le robot plus un outil, qui peut être une pince par exemple, peut-être d'autres équipements. Si c'est l'utilisateur qui fait sa propre intégration, il devient alors lui-même fabricant de la machine et donc doit répondre aux mêmes obligations de marquage CE que n'importe quel fabricant de machine. D'ailleurs, ça c'est une prestation que nous proposons nous, auprès de nos clients parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaie d'être pointu et pas faire n'importe quoi parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces cobots. C'est vraiment d'accompagner nos clients sur cet aspect certification, avant-projet, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais la partie avant-projet est très importante. Et vraiment tout l'accompagnement pour que le client, s'il souhaite déployer sa solution en interne, il puisse le faire suivant les règles de l'art. Et donc, on est là pour l'accompagner. Voilà. Et c'est une prestation que HMI.MBS propose aujourd'hui. Donc effectivement, si l'utilisateur prend la responsabilité de fabricant, mais il y a un dossier technique de conception de machine à réaliser, comme n'importe quel fabricant de machine. Donc on va avoir notamment une analyse de risque de l'application, on va en reparler tout à l'heure, une notice d'instruction, une plaque CE, une déclaration CE, même si, j'insiste un peu, mais même si c'est pour son propre usage, puisqu'il devient fabricant comme n'importe quel fabricant de machine. Voilà.
Très bien. Et donc l'ensemble des textes qui régissent ça, ça fonctionne comment? Alors voilà, on va faire un petit rappel on va pas tout dérouler les textes. L'objectif, c'est pas pareil de rentrer dans les textes, mais donc en France, il y a un guide de prévention qui a été mis à disposition des intégrateurs et des utilisateurs, qui est le guide de prévention de la Direction générale du travail. Qui est un mode d'emploi en fait pour intégrer un robot collaboratif en sécurité. Alors ce n'est qu'un guide, hein, c'est pas la réglementation. APA va participer d'ailleurs avec le groupe de travail à l'élaboration de ce guide-là à l'époque, hein, qui est pas en 2017. Donc il y a ce guide-là qui permet quand même de comprendre quelles sont les règles entre l'utilisateur, l'intégrateur, le fournisseur du robot. Tout ce que je viens de dire, c'est expliqué dedans en fait. Donc ensuite, on va avoir évidemment des règlements à respecter. Donc une application collaborative, c'est une machine. Donc il y a la directive machine qui va s'appliquer à ça. Et puis on va trouver toutes les normes robots, alors qui ne sont pas nouvelles, hein, évidemment. La 10218-1 pour le bras robotisé, la 10218-2 plutôt pour le système robot, donc l'application robotisée intégrée. Et puis un référentiel spécifique Kobo, qui est apparu justement en 2016, enfin apparu enfin en 2017, c'est l'ISO TS 15066. C'est vrai que c'est un numéro comme ça, mais sachez que derrière se cachent toutes les règles, tout le processus d'évaluation et de sécurité de la cobotique. Donc ça va être le référentiel à adopter pour les applications collaboratives. Je crois que l'idée maîtresse, de toute façon, de ces trois normes que vous avez citées, la 10218-1, 10218-2 et la TS 1566, vraiment la base, je pense que le point qui est inévitable, c'est de réaliser une analyse de risque au départ. C'est vraiment le point de départ. Alors, c'est vraiment important ce que vous dites, parce que si on ne réalise pas l'analyse de risque, c'est pas comme une machine où une machine conventionnelle, c'est dans une boîte. Et tout le monde sait à peu près que si on ouvre la boîte, il faut qu'on arrête les éléments qu'il y a dedans. Là, il n'y a pas de boîte. Alors, qu'est-ce qui permet de dire qu'il faut une enceinte ou qu'on va retirer le robot de l'enceinte? La réponse, elle est dans le processus d'analyse rigoureux de l'ISO TS 15066. Donc, si on ne va pas dans ce référentiel-là et si on fait pas le processus qui est demandé, on ne peut pas savoir si ça va finir avec une enceinte sécurisée ou un scrutateur, etc. Ou si on va pouvoir utiliser juste les fonctions de sécurité du robot, parce que là, on a des robots Universal Robots aujourd'hui, donc il y a 17 de mémoire ou 18 fonctions de sécurité internes aux robots. C'est le propre des robots collaboratifs qui peuvent être mis en contact avec l'opérateur. Enfin, on accepte qu'il y a des situations de contact entre le robot et l'opérateur dans certaines conditions, évidemment. Alors, je crois justement j'étais un petit peu trop rapide puisque la démarche de prévention, donc c'est effectivement la partie analyse de risque. Je vous laisse prendre la parole. Donc le processus qu'a demandé, c'est le processus qui est demandé pour toutes les machines. Mais donc on identifie d'abord les limites d'application. Alors ça c'est très important. On va avoir des limites en vitesse parce qu'un robot collaboratif, ça collabore avec un opérateur. Donc si on va trop vite, on n'arrivera pas à collaborer. Donc c'est important de délimiter dès le départ les vitesses. On va parler d'énergie aussi. Est-ce que les efforts seront acceptables? Il ne va pas falloir qu'ils soient trop importants. Des limites en espace. Alors là, on va voir que toutes les trajectoires vont faire partie de l'analyse de risque. Ça va être extrêmement important de savoir par où va passer le robot pour faire ces trajectoires de transfert, ces fameuses trajectoires de prise et de dépose qui vont forcément avoir des risques qui vont générer des risques d'écrasement, donc il va falloir les gérer, etc. Des limites aussi sur les produits, la pièce travaillée, la pièce transportée, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Voilà, donc il va falloir délimiter tout ça. Et puis ensuite, quand on a terminé de bien identifier nos tâches et nos opérations, on va analyser les phénomènes dangereux et les situations dangereuses à l'intérieur des limites. Alors ça, c'est propre à toutes les machines. Ce qui est spécifique aux robots collaboratifs, c'est qu'il faut analyser dans les situations dangereuses, toutes les situations de contact dites raisonnablement prévisibles. Alors là, on ne va pas pouvoir dérouler ce matin ce qui est du raisonnablement prévisible, mais donc il va falloir analyser toutes ces situations de contact-là, et c'est seulement à l'issue de cette analyse-là, ce processus rigoureux qu'on va mener, qu'on va pouvoir dire oui ou non, le robot va être collaboratif, puisque dans les OTS, on va avoir des valeurs limites biomécaniques à respecter. En gros, l'énergie maximale transférée aux différentes parties du corps considérées dans les situations de contact est fixe, le maximal est donné.
Et après, donc c'est de l'énergie cinétique, hein, c'est un demi de la masse en mouvement par la vitesse au carré. Donc on va pouvoir jouer sur la masse et la vitesse pour conserver le niveau d'énergie. Donc le but, ça va être de savoir si on est en dessous des limites ou au-dessus. Mais ça suffit pas, puisqu'après, il faut accepter les surfaces de contact aussi. Il ne faut pas que qu'il y ait des surfaces tranchantes, des bords saillants, pointus, etc. dans l'application qui vont pouvoir blesser quelqu'un, en fait. Voilà. Donc ensuite, on a l'estimation des risques à réaliser pour quantifier la gravité et la probabilité que l'événement dangereux arrive. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est inhérent à toutes les machines. Donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir un score de risque. Et on va dire ensuite, est-ce que j'accepte ce risque-là ou non? Si je dis non, il va falloir que je le réduise. Donc là, dans le cas des robots collaboratifs, je vais réduire mon risque en utilisant les fonctions du robot, à partir du principe où mes situations de contact me le permettent et que je ne dépasse pas les valeurs décrites dans les OTS. Alors, il va falloir en calculer, hein, la vitesse se calcule dans les OTS, la vitesse maximale. Et je dis, si ce n'est pas acceptable et je suis au-dessus, il va falloir là, du coup, que j'intègre d'autres dispositifs comme une enceinte sécurisée, un scrutateur, etc. Voilà comment ça marche. Je rebondis sur la vitesse, que souvent on parle des 250 mm/s, qui est en dessous de 250 mm/s, on considère que l'application est collaborative. Au-delà, on dit qu'elle n'est pas collaborative, alors que c'est pas le cas, puisqu'en fait, si on prend réellement les textes, c'est comme vous dites, c'est une énergie, donc ça va être lié plus à la masse du produit transporté, lié à la vitesse du cobo, mais il n'y a pas cette notion de 250 mm/s. Alors exactement, il n'y a pas de seuil de 250 mm/s dans les applications collaboratives, ça n'existe pas, puisque la vitesse maximale, on doit la calculer. Donc il y a des formules, des règles qui sont intégrées dans le référentiel. Donc on la calcule et du coup, il y a dans la norme robot un seuil à 250 mm/s, mais c'est quand on prend le robot en mode manuel, où on est en appui maintenu, et c'est le seuil maxi de vitesse lente en fait. D'accord. Le fameux mode T1, et ça n'a rien à voir avec l'application collaborative où là on est en automatique et il faut accepter la situation de contact avec le robot pour pouvoir. Ça n'a rien à voir. C'est un abus de langage en fait un petit peu. C'est une dérive de. Bon, voilà, il y avait un seuil de vitesse d'un norme robot et ça a dérivé. Mais le problème c'est que faut prendre en considération l'ISOTS qui permet de calculer la vitesse. Pour vraiment savoir si on peut accepter une application collaborative ou non, quoi. Alors justement, l'ISOTS. Alors dans la norme robot, hein, donc l'ISOTS est cité dans la norme robot 10218-1. Donc dans la norme robot est défini 4 façons de gérer la sécurité des robots, en fait, hein, c'est normalisé. Donc il y a l'arrêt de sécurité numéro 1 qu'on connaît en robotique conventionnelle depuis bientôt 30 ans, hein, ça c'est pas la révolution. En fait, le principe, c'est d'arrêter par des dispositifs de protection le robot avant qu'on puisse l'atteindre. Là, on considère que les mouvements du robot sont dangereux, et donc on l'arrête. Donc c'est l'arrêt de sécurité numéro 1 qui est cité dans la norme. Il y en a 4, là c'est le premier. Voilà, donc ça c'est avec une enceinte. Ensuite, il y a un deuxième mode qui est sécurisé, qui est le guidage manuel. Donc le guidage manuel en robotique collaborative, hein, c'est beaucoup utilisé dans les modes d'apprentissage. Un peu moins en mode de production, mais ça pourrait être un robot d'assistance physique, par exemple. Donc là, on est en appui maintenu et en vitesse lente. C'est l'opérateur qui maîtrise complètement les trajectoires du robot, en fait. Voilà. Ensuite, on a le mode numéro 3, alors qui est un mode un peu particulier, qui est pour l'instant pas connu encore chez nous, mais les technologies sont en train de se développer, donc on devrait le voir apparaître bientôt, hein, puisque dans l'industrie 4.0, tout va très vite. C'est clair. Donc ça, c'est la surveillance dynamique de l'opérateur, enfin de la distance de séparation de l'opérateur et du robot. C'est-à-dire que en temps réel, le robot va recalculer ses trajectoires en fonction de la distance de l'opérateur pour conserver cette distance, une certaine distance. Donc ça dépend des scénarios. Si l'opérateur va s'approcher trop près, évidemment, on va arrêter le robot. Et s'il s'éloigne, on peut imaginer que le robot réaccélère ou revienne dans sa zone travaillée, etc. Donc là, on en est même pas au début en Europe. Il y a des technologies qui sont en train de se développer. Voilà, on ne peut pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. On en reparlera peut-être dans un prochain webinaire. Et puis, il y a le fameux mode 4, donc c'est plutôt le mode qui nous intéresse là dans ce webinaire. C'est la limitation de la puissance et de la force par conception et par commande. Donc là, les robots UR ont une limite par circuit de commande de leur énergie, en fait, de leurs efforts. Et ça, c'est fait de façon sûre, évidemment, on parle que de sécurité, donc c'est des systèmes qui sont éprouvés de sécurité, qui sont certifiés, évalués et validés.
Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de limiter les énergies transférées aux parties du corps considérées. Et là, on va pouvoir toucher le robot qui va s'arrêter dans les conditions définies dans l'analyse de risque. D'ailleurs, là-dessus, je me permets de faire un petit aparté. Sachez que HMI NBS dispose de ce genre de matériel, donc qui sont des systèmes de mesure justement pour répondre à cette norme où on vient mesurer les forces d'impact et mesurer les énergies lors des impacts et qui permettent de vérifier que lorsque vous déployez votre application, elle est conforme aux restrictions imposées par la norme TS 15066. Voilà. Alors effectivement, c'est des moyens de mesure qui permettent justement de dire si on accepte un risque ou non, parce que des fois, les efforts en jeu, c'est pas toujours évident à apprécier, notamment quand on a des petites surfaces. Donc faire des mesures, ça vient en complément de l'analyse de risque pour pouvoir dire est-ce que j'accepte ou non un risque qui va me permettre ensuite d'être complètement collaboratif et voilà. Sachant que ces efforts sont parfaitement définis dans la norme en termes d'action sur le corps humain, sur le bras, le torse, le bas-ventre, etc. Tout est parfaitement défini. Il faut juste maîtriser le processus, parce qu'il y a les fameux contacts à la tête, on pourra parler tout à l'heure. Il y a la fameuse implantation du robot, où je fais la parenthèse maintenant, comme on veut. Donc imaginez qu'on met le robot au milieu d'une pièce, voilà, sur une colonne, un peu tout seul. Là, on imagine bien qu'à 360 degrés, je vais pouvoir me faire taper par le robot, surtout si c'est des trajectoires qui sont toute hauteur. Donc là, on ne peut pas gérer de situation de contact, puisque je peux être en contact partout. Imaginez ce même robot maintenant que je mets sur une table. Donc la table va faire obstacle. Tout de suite, je vais réduire mes situations de contact. Alors, je vais avoir des fonctions de sécurité dans le robot qui vont me permettre de dire que le robot va rester au-dessus de la table. Il ne va pas dépasser de la table, ni des coudes, ni de ce qu'on appelle le TCP, le centre-outil, etc. Donc, on va garantir les trajectoires du robot. Et donc, l'opérateur, on peut l'asseoir au bord de la table, interagir avec le robot. Et donc, on est sûr où est l'opérateur, où il est placé. Et on a le robot qui est au milieu de la table. Alors, je précise ici, parce qu'il y a toujours le fameux débat sur la tête, on va paramétrer le robot en fonction des situations de contact raisonnablement prévisibles, et que, oui, l'opérateur peut se pencher vers le robot, puisque c'est ouvert. Évidemment, mais même s'il le fait, il sera protégé par les fonctions de sécurité du robot, et l'ISO-TS, ce n'est pas, c'est pas des valeurs où on risque de se faire mal si on dépasse, c'est des valeurs d'inconfort, si vous voulez. Donc il ne faut pas s'amuser non plus à aller arrêter le robot, se pencher, mais même s'il le fait, il est protégé par les fonctions du robot. Alors évidemment, on va essayer de le mettre dans une position où on va éviter qu'il se penche en avant, on va le mettre le tronc droit, c'est de l'ergonomie ça, le tronc droit avec juste. S'il doit interagir juste avec les doigts et les mains, on va faire en sorte qu'il n'y ait que ça. On peut mettre le robot sur l'arrière de la table, l'opérateur sur le devant pour qu'il n'ait jamais. Mais même s'il fait ce qu'on appelle du mauvais usage raisonnablement prévisible, du coup, c'est géré par l'analyse de risque et le robot s'arrêtera. Alors, c'est complètement différent. Ça, il faut bien l'intégrer parce que si on n'intègre pas ça, on ne peut pas déployer la technologie des robots collaboratifs, tout simplement. Et il faut bien l'intégrer parce que c'est complètement différent d'un robot normal où là, oui, il ne s'arrête pas le robot. Si je penche la tête, j'ai plus de tête. Donc là, la différence, c'est qu'il va s'arrêter. Alors évidemment, on va faire accepter les surfaces de contact. Par quoi il va se faire taper, on va aussi se préoccuper de ça. Mais voilà comment on gère en gros la sécurité des applications collaboratives. D'accord. Donc justement, la PAV, si on veut parler un peu de ce qu'on fait, donc on fait des formations sur l'intégration de ces robots-là en sécurité, sur tous les référentiels et les processus d'analyse de risque que j'ai présentés avant. Et on peut faire des études de faisabilité en phase d'avant-projet. Alors ça peut être extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est bien de savoir à l'avance si ça va finir avec une enceinte protégée ou juste ou simplement on va pouvoir utiliser les fonctions de sécurité du robot. Ensuite, il y a l'accompagnement à l'analyse de risque, je crois que vous l'avez compris. Et puis, il y a ce qu'on fait à chaque fois, la vérification d'état de conformité à la fin de l'application finale, où là, APAV est un des seuls organismes français à être accrédité par le COFRAC pour faire cet accompagnement technique-là de vérification de conformité, sur une démarche volontaire, on nous appelle, on vient. Là, on a accrédité COFRAC, c'est pour ça qu'on a notre réseau d'experts aussi qui rentre dans le cadre de cette accréditation-là. Voilà. Puis on peut, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on peut certifier aussi les applications, c'est plutôt dans le cadre de la mise en production en série, où là, on a un label CEPA IEPAV Machine qui pourra être utilisé. Voilà en gros ce qu'on fait.
Est-ce que vous pourriez nous dire un peu les principales erreurs que vous rencontrez aujourd'hui et les mauvaises approches justement que vous avez pu voir sur le terrain? Alors, bah oui, il y en a. Donc, les principaux cas qu'on voit qui peuvent un peu mettre en échec en fait l'application. Le but, c'est la réussite du projet. Hein. Je vais mettre un robot collaboratif. Voilà. Donc, les erreurs qu'on voit, c'est que les situations de contact que j'ai citées tout à l'heure dans le référentiel n'ont pas été analysées ou pas correctement analysées. Donc, si on ne fait pas ça, on ne peut pas savoir quelles parties du corps vont être tapées enfin vont être en contact et quelle vitesse du robot il faut paramétrer, parce que là c'est un calcul à faire, ça ne s'invente pas, on ne peut pas le prendre comme ça, et quels efforts vont être limités. Donc les situations de contact, s'ils sont mal analysées, ça va poser problème, et aussi avec les surfaces de contact, puisque les surfaces de contact vont être extrêmement importantes aussi. Ça, c'est un point, je vous interromps, parce que c'est vrai que souvent on considère l'outil, mais il faut aussi vraiment considérer la pièce transportée. Enfin, je cite toujours l'exemple, on en avait parlé préalablement, où vous prenez un préhenseur, un pas de mousse par exemple, qui va prendre des cartons sur une solution de palettisation. J'ai pas de danger particulier avec le carton. Naturellement, ça dépend du contenu du carton, des risques chimiques potentiellement inhérents au produit si le carton vient à tomber. Mais si je prends le même préhenseur avec la même application, potentiellement je prends une tôle qui fait un 1/10 d'épaisseur. Dans ce cas, je vais déplacer une lame de rasoir dans l'atelier. Pourtant, j'ai le même robot, même application, potentiellement même environnement. Dans un cas, je suis collaboratif et dans l'autre cas, je vais pas l'être. Voilà. Et puis, alors, là, vous avez raison. La pièce travaillée va faire partie de l'ergonomie. Et puis, votre tôle de 2/10, si vous la transportez comme ça et que l'opérateur peut être en situation de contact, c'est un problème. Si vous la transportez comme ça, vous augmentez la surface de contact. Alors, il y a beaucoup de choses de possibles. Après, mais ce qu'il faut, là, c'est un bon exemple parce que du coup, on va analyser les trajectoires. Ça va être à la trajectoire près parce qu'avec ces robots-là, on peut garantir en plus la position de l'outil. Donc, on peut garantir comment va être transportée la pièce travaillée. Mais la pièce travaillée fait partie de l'analyse de risque. Et puis, vous parlez du carton, effectivement, par rapport aux limites que j'évoquais tout à l'heure. Si dans le carton, j'ai des bouteilles de shampoing, peut-être que je vais pouvoir admettre que le carton tombe. C'est pas très grave. Et si dans le carton, j'ai des bouteilles d'acide sulfurique, par exemple, vous comprendrez bien que là, le carton va peut-être pas falloir qu'il tombe, qu'il puisse tomber. Donc, on ne va pas gérer le risque de la même façon. Et alors, ce qui est transporté ou ce qui est travaillé avec le robot, effectivement, ça fait partie de l'analyse de risque dans tous les cas de figure. Et donc, les points, le deuxième aspect, qui sont qui sont les bonnes règles à suivre, du coup. Ouais. Donc, les bonnes règles à suivre, ça va être en phase d'avant-projet, de bien analyser tout ça. Déjà, de maîtriser les référentiels des robots collaboratifs, parce que ça ne s'invente pas. Il y a des calculs à faire dans l'analyse de risque. Il y a un processus à respecter pour l'analyse des situations de contact. Donc, c'est de voir en phase d'avant-projet si l'application va être collaborative pour éviter après coup d'avoir à rajouter l'enceinte sécurisée, le scrutateur, tout ça. Ensuite, ça va être d'évaluer les risques spécifiques au robot. Alors là, attention, parce que le design de l'application, j'en ai parlé, hein, la fameuse table, le design de l'application va faire partie de l'analyse de risque. Les trajectoires du robot pour limiter au maximum les points de cisaillement, d'écrasement, tout ça va faire partie de l'analyse de risque. Donc ça veut dire qu'il va falloir se faire accompagner par des gens qui maîtrisent un peu le monde de la cobotique, quoi. Et puis, ne pas oublier aussi que l'effecteur fait partie de l'application. Et très souvent, va falloir, si on part de la robotique conventionnelle où l'effecteur, on fait ce qu'on veut du moment que ça fonctionne, en robotique collaborative, va falloir mettre un effecteur, entre guillemets, collaboratif, enfin compatible avec l'application. Donc, il va falloir se préoccuper des surfaces, des efforts en jeu dans l'effecteur. Et bien souvent, ça conduit à revoir complètement ce qu'on savait des effecteurs en robotique et de développer des effecteurs spécifiquement pour la robotique collaborative. Chose bête, mais supprimer les bords saillants, venir sur des bords arrondis, rajouter des protections mousse autour, des choses comme ça qui paraissent simples et qui permettent de rendre l'application plus facilement collaborative que si on ne met pas en œuvre ces éléments-là. Ça ne fait pas tout, parce qu'il y a encore les efforts et il y a encore les surfaces à gérer. Les petites surfaces seront un poison, en fait. Mais par contre, vous avez raison, moi je dis souvent, vous regardez déjà le bras du robot, comment il est conçu, et l'effecteur, faut qu'il ressemble à ça. Voilà, c'est la même philosophie, exactement. Donc en termes d'accompagnement, sachez qu'on a un réseau d'intégrateurs partenaires avec lesquels nous travaillons, qui ont ces formations et ces compétences pour vous aider à vous accompagner sur vos projets. Même les intégrateurs CSI sont encore un peu plus pointus.
Et de la même façon, HMI MBS, c'est là vraiment pour vous aider à déployer vos solutions collaboratives. Et pour ça, on a des ingénieurs qui sont là, qui peuvent vous aider. On a été formés par la PAV, je remercie la PAV à ce propos, pour toutes ces parties analyse de risque. Et d'ailleurs, j'en profite pour refaire une référence à notre webinaire interview du mois de mai, où nous avions 2 chargés d'affaires qui nous ont donné les 12 règles à suivre pour qu'un projet robotique collaboratif se passe bien. Et parmi ces 12 règles, on retrouve exactement le schéma qui a été développé par Benoît aujourd'hui, où on définit au départ notre application, on définit ensuite une pré-analyse de risque avec les interactions potentielles et on voit si l'application peut être collaborative ou pas, s'il y a besoin d'ajouter des organes de sécurité complémentaires, tels que des scrutateurs, des grillages, des barrières, ce que l'on veut, des barrières immatérielles. Mais voilà, il faut respecter ces différentes étapes et donc vraiment n'hésitez pas à regarder notre webinaire du mois de mai, ça reprenait les règles à appliquer de façon à ne pas être embêté ensuite lors du déploiement. Je pense qu'on arrive un peu au bout, Benoît, merci pour tout. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser aujourd'hui, maintenant, même sur le chat, on va vous répondre. Avec plaisir, oui. Je n'ai pas beaucoup de questions. Tout était clair alors. C'est qu'on a été très très clair, ça doit être ça. Bon, écoutez, il n'y a pas de questions, effectivement, c'était très 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 clair. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire interview. Le prochain aura lieu au mois de septembre, puisque là les congés arrivent. Nous sommes fermés, nous, les deuxièmes semaines jusqu'à la dernière semaine du mois d'août. Le prochain webinaire qui aura lieu donc au mois de septembre, dont la thématique est justement comment bien mettre en œuvre son Kobo d'un point de vue technique, puisqu'on fera appel à un technicien de chez UR, un ingénieur technicien de chez UR, qui va nous donner les bonnes pratiques pour la bonne mise en œuvre et assurer une bonne vie produit. Alors, des questions arrivent, ça tombe bien. Le fait que je comble un peu, ça laisse autant de poser des questions. Existe-t-il un formulaire standard d'analyse de risque? Alors, de formulaire standard, en fait, il y a l'INRS qui a fait des tableaux. Enfin, c'est un tableau, oui, qui est un peu standardisé. Ce qui n'existe pas, c'est l'analyse elle-même, de standardiser l'analyse elle-même. La procédure existe, mais après, la méthode, le savoir-faire... La forme existe, oui, mais il y a l'analyse, en fait, chaque application est différente et nécessite une analyse approfondie. Ça n'existe pas en standard. Non. Mais je vous dis, n'hésitez pas. On peut vraiment vous aider là-dessus. Ça fait partie des prestations qu'HMI MBS propose. Comment revoir les anciens webinaires? Alors là, je vais m'adresser aux équipes. Comment fait-on? On va sur YouTube. Et je crois que les webinaires sont accessibles sur YouTube. Non, Camille, dites-moi. On vous envoie les liens de replay. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Voilà. D'autres questions? Non. Bon, c'est bon. Benoît, merci encore. Peut-être, non? Ah, si. Un scrutateur est-il nécessaire et suffisant? Alors, un scrutateur, j'ai envie de dire, si l'objectif était de vraiment réaliser une application collaborative robotisée, un scrutateur, ça peut être utilisé de 2 façons. D'abord, ça peut arrêter le robot. Alors là, j'ai envie de dire, ce qui est un peu dommage, c'est que dans le robot, il y a 18 fonctions de sécurité. Et là, du coup, on rajoute encore un autre dispositif de sécurité. Bon, est-ce que le scrutateur est vraiment nécessaire ou pas? Ça sera très souvent, c'est la limite en vitesse qui nous le dit. Soit la cadence est trop importante et on va trop vite. Donc là, il y a des possibilités de réduire la vitesse du robot en plus de façon sûre. Donc on peut utiliser le scrutateur pour diminuer la vitesse du robot. On peut passer du mode normal au mode réduit. Dans le cas de on a ces 2 modes de fonctionnement et ça permet effectivement, lorsque l'opérateur est loin, on peut imaginer que le robot aille très vite et répondre aux cadences de la machine. L'opérateur s'approche, le robot va d'abord réduire sa vitesse. Et ensuite, si on approche encore plus, je m'arrête. Donc réduire la vitesse, c'est une chose, mais ça veut dire que si on fait que ça, il faut qu'on accepte tout le reste pour être collaboratif. Autrement, on va arrêter le robot avec le scrutateur s'il y a des dangers qui restent trop importants et qu'on ne va pas pouvoir accepter. Donc le scrutateur est utilisé comme ça. J'ai envie de dire, il y a aussi pour une autre raison qu'on utilise le scrutateur, c'est dans certaines interactions avec le robot. Un robot, même paramétré correctement par rapport aux valeurs, aux limites biomécaniques de l'ISO-TS, peut aller vite pour réaliser une tâche. Et donc on va être obligé d'utiliser un scrutateur pour réduire la vitesse du robot, par exemple, pour faire une tâche en continu, avec le robot qui est perpétuellement en mouvement. À un moment, l'opérateur va être obligé d'interagir avec, de faire un chargement de rack de quelque chose, par exemple. Et donc, on va servir du scrutateur pour diminuer la vitesse au moment où l'opérateur va faire sa tâche.
parce qu'autrement, il n'arriverait pas à la faire. Le robot arriverait trop vite. Donc voilà des exemples d'utilisation du scrutateur. Mais si on décide dès le départ de mettre un scrutateur et d'arrêter le robot, c'est vrai que tout ce qu'on a dit avant, on n'a pas besoin d'analyser les situations de contact puisqu'il n'y en a pas. Il a arrêté avant même qu'on le touche, le robot. Donc on retombe sur le mode 1 qu'on a vu tout à l'heure et donc on va arrêter le robot avant qu'on puisse l'atteindre. Voilà. Donc un scrutateur, ça peut marcher, mais c'est des choix de... C'est vraiment lié à l'application, à l'environnement, au process. On peut mettre un scrutateur, un barrage immatériel avec une enceinte grillagée ou rien du tout si l'application le permet. Hein. C'est un choix de protection. Une autre question qui était quel est l'avantage d'utiliser un robot par rapport à un cobo? Alors en fait, il faut savoir que les cobots ont un périmètre d'utilisation qui est quand même qui est pas infini. Typiquement, la première contrainte qu'on peut avoir, c'est la charge embarquée. Dans le cas du R, on a notre charge embarquée la plus importante, 16 kg. Donc si vous avez un produit qui est plus lourd, potentiellement, il faudra passer, je pense à 100 kg, 200 kg, il faut passer sur des robots traditionnels. Et le deuxième aspect, effectivement, c'est la vitesse, la très haute cadence des temps de cycle de 2-3 secondes. On sort un peu du domaine du cobo, on n'arrive plus sur de la robotique traditionnelle. Le cobo, il ne faut pas oublier que c'est un robot collaboratif. Donc normalement, c'est dédié à une collaboration homme-machine. C'est vrai que si ça va trop vite, l'homme... il va pas suivre. Ah oui, le robot peut aller plus vite que l'homme. Hein, donc... Le deuxième aspect de l'aspect collaboratif, qui est toujours bien développé par UR, c'est qu'on a effectivement cet aspect sécurité, collaboration machine, mais qui est aussi la simplicité de programmation. C'est aussi un intérêt du cobo qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est la simplicité de programmation. Ce qui fait qu'effectivement, je ne vais pas dire tout le monde, mais assez simplement, on peut appréhender la technologie du cobo, alors que ça soit dans le domaine de l'exploitation ou dans le domaine de la programmation. Et c'est vraiment quelque chose qui est plus facile qu'un robot industriel traditionnel. D'ailleurs, je voudrais revenir sur une question qui me revient maintenant. Imaginons que j'ai un robot, un cobo, donc qui fonctionne, je vais prendre l'application type la palettisation. Donc le cobo va prendre des cartons, les poser sur une palette, mais il n'y a pas une interaction avec un opérateur puisqu'on est sur un fonctionnement très autonome. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, on peut appliquer les règles de la cobotique, c'est-à-dire fonctionner sans enceinte, même si le cobo n'est pas en interaction? Alors là, on peut aller voir le guide de prévention que j'ai cité tout à l'heure. Donc ça correspond quand même à un type de collaboration, ce que vous venez de dire, là, une application de palettisation. Ça va correspondre à l'extrême majorité des applications en fait, qu'on peut appeler des applications de collaboration indirecte, dit le guide. Il y a la collaboration directe, c'est l'interaction directe simultanée avec le robot. Il y a la collaboration indirecte, ça va être alterné avec le robot. Et là, sur un palettiseur, ça va être une collaboration indirecte. Parce que alternativement, le robot va travailler pour charger la palette, l'opérateur va mettre une palette vide, récupérer une palette pleine. Donc la tâche de l'opérateur, la collaboration, ça va être de mettre une palette vide et de récupérer la palette pleine. Cette application-là, c'est la même application qu'une application de chargement, de déchargement de machines. Voilà, ça représente l'extrême majorité des applications collaboratives en fait. Mais il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont 100% collaboratives. Qui sont ce qu'on appelle en collaboration directe. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a où se procurer le guide de prévention sur le Alors, sur vous tapez dans Google ou autre, hein, je n'ai rien contre d'autres moteurs. Vous tapez sur Internet guide de prévention des applications collaboratives robotisées, c'est le mot magique normalement, et vous allez pouvoir le télécharger. Donc, c'est un guide qui a été développé par le ministère du Travail, donc peut-être sur le site du gouvernement du ministère du Travail, vous pourrez sûrement le télécharger. C'est pas une norme, c'est bien un guide, et donc vous pouvez le télécharger comme n'importe quel règlement. Lorsque vous changez la programmation du cobo, donc peut-être ses trajectoires, doit-on refaire l'analyse de risque? Ça, c'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Donc oui, le cobo, il va avoir, à l'issue du développement de l'application, il va avoir une configuration safety. Tout ça, ça va être encapsulé sous un code de sécurité qu'on appelle un code de checksum. Et effectivement, si on a besoin de reparamétrer le robot, ce code-là va changer. Et à chaque fois qu'on va, d'ailleurs le guide de prévention en parle, à chaque fois qu'on va avoir à reconfigurer le robot, il va falloir repasser par la case analyse de risque, évidemment, parce que là, les trajectoires et tout ce que j'ai dit avant font partie de l'analyse de risque. Donc, il va falloir repasser par la case analyse de risque et peut-être reconfigurer le robot
en fonction des risques, et donc on aura alors un nouveau code de checksum. Donc oui, on peut pas imaginer un robot le promener tout à fait comme on veut. Va falloir à chaque fois analyser les risques, et donc ça génère un nouveau code. Va falloir mettre à jour. Enfin, il y a un dossier de modification à faire. C'est une modification de machine en service. Voilà. Alors le checksum effectivement sur ER reflète la configuration de sécurité du Kobo. Le texte impose que ce checksum en théorie soit stipulé sur la fiche de poste de l'opérateur, parce que le matin lorsqu'il arrive, il doit contrôler que son robot pour travailler d'une façon safe et conforme a été principalement dans la notice. Donc c'est dans la notice et sur la fiche de poste opérateur. Si maintenant on a juste un changement de trajectoire sans modifier la configuration du robot et qui reste dans le périmètre de l'analyse de risque qui a déjà été faite, dans ce cas-là c'est faisable sans être obligé de tout refaire. Alors c'est faisable, faut juste quand même s'assurer que la nouvelle trajectoire va pas générer de nouveaux risques. On est d'accord. Simplement ça. Oui. Mais oui, c'est possible, mais ça revient en fait à, dans tous les cas, il faut avoir une démarche d'analyse des risques, parce que je sais pas si je vais être très visuel, mais si j'ai une partie fixe ici et que je fais passer mon robot là, ou je le fais passer là, il y a un risque de poincement ou il n'y a pas de risque de poincement. Si c'est ça l'objet d'une modification de trajectoire, il va falloir que j'analyse mes risques. Oui. Et justement, vous parliez du côté mobile du Kobo, ça fait partie des intérêts aussi du Kobo, c'est qu'on puisse faire du chargement de machine-outil sur une machine A, puis l'après-midi potentiellement sur une machine B. Oui. Si on est dans la même typologie d'application et qu'on a réalisé une analyse de risque en intégrant potentiellement le fait qu'il soit sur la machine A et sur la machine B, on est d'accord qu'on est capable de transférer ce Kobo et l'exploiter sur la machine A et la machine B. Dans tous les cas, on est capable de le transférer. Oui, mais imaginez qu'en bordure de votre robot sur la machine A, j'ai un opérateur qui interagit avec le robot. Et que sur la machine B, j'ai l'allée principale de l'usine en bordure de l'application du robot, et j'ai 500 personnes qui passent devant le robot 4 fois par jour. Vous comprenez bien que par rapport à l'environnement, je vais avoir d'autres gestions. Mais si on l'intègre dès le départ en disant on prévoit le panneau de sécurité qui fait qu'on n'est plus en contact direct avec l'allée, à ce moment-là, après, on gagne cette mobilité-là. Donc voilà. Donc après, vous l'avez dit, il faut prévoir. Et ce qu'on demande au début, c'est de définir des limites pour après analyser les risques qui sont raisonnablement prévisibles à l'intérieur de ces limites. Donc si c'est prévu au départ, on fait l'analyse de risque sur les différents postes en fonction de l'environnement du robot et des interactions avec le robot. Par contre, si c'est pas prévu, après c'est une modification de machine en service, on va faire l'analyse des risques et on va pouvoir le mettre sur les nouveaux postes une fois que les risques auront été analysés. Voilà. D'accord. Une autre question, toujours sur le scrutateur, parce qu'en fait, alors je vais lire la question en entier. La norme machine demande qu'une action volontaire autorise le redémarrage d'un robot, par exemple après un franchissement de sécurité, dans un projet avec l'utilisation d'un scrutateur pour stopper le mouvement. Dans le cas d'un risque identifié, si le Kobo est derrière un scrutateur, est-ce que le redémarrage peut être automatique ? En fait, ça dépend. Répondre comme ça de façon exhaustive sans connaître l'application, je ne peux pas faire une réponse absolue. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que ça dépend. S'il y a un scrutateur, c'est déjà... ça dépend si en fait on accepterait les risques sans scrutateur, j'ai envie de dire. Ça dépend si les fonctions du robot sont quand même paramétrées, malgré tout. Et ça dépend surtout d'un analyse de risque de l'absence de danger, quoi. Si je peux avoir quelqu'un... Alors du coup, si je mets un scrutateur, c'est qu'il y a une raison. Si je peux avoir quelqu'un qui se situe dans la zone dangereuse, parce que là on va parler de zone dangereuse, alors que je peux redémarrer, ça va pas être bon. Par contre, si je suis sûr que j'ai personne dans la zone dangereuse et que je ressors de la zone, pourquoi pas envisager un redémarrage automatique, oui. Parce que le scrutateur, lui, balayant toute la zone, contrairement à une barrière immatérielle où le risque c'est qu'on peut garder l'opérateur entre la barrière immatérielle et le danger, ça peut arriver. Là, il faut pas un redémarrage automatique. Alors oui, si on a un accès de plein pied, si le robot est sur table, il n'y a pas forcément de danger. Et je vais, sur ces robots-là collaboratifs, je vais en plus prendre en compte le fait que je peux les paramétrer quand même. Donc, il n'y a pas de réponse absolue, mais c'est pas impossible en tout cas. D'accord. Contrairement à ce que dit la directive machine, où effectivement... pas contrairement à ce que dit la directive machine, parce que c'est la loi, ça. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Non, c'est de la gestion de risque et de l'appréciation de risque. Et la directive dit que on gère les risques quand ils existent, quand ceux cités dans la directive existent. Donc après, c'est à voir au cas par cas, mais en tout cas, c'est pas impossible de redémarrer le robot en automatique. Très bien. Je crois que je suis arrivé au bout des questions. Oui, non, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je crois que cette fois-ci, on arrive au bout.
Merci Benoît pour cette présentation. Merci de m'avoir invité. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, hein, vous communiquez, vous avez notre adresse mail et les éléments, vous nous envoyez vos questions et on les partagera et puis on reviendra vers vous après. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci à tous, au revoir. Au revoir.